Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast La Voix du soin à domicile. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un acteur essentiel de notre système de soins, l'infirmier libéral. Dans un contexte où la demande de soins à domicile ne cesse de croître et où notre système de santé connaît de profondes mutations, il est crucial de comprendre comment ces professionnels évoluent et s'adaptent aux nouveaux défis. Au cours de cet épisode, nous explorerons le quotidien de ces professionnels, les enjeux actuels et nous nous projetterons vers l'avenir de la profession. Ils nous apporteront des témoignages de terrain pour enrichir nos échanges et pour dresser un portrait complet et authentique de ce métier en pleine transformation. Maxime, Valentin, je suis ravi de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter ? Maxime, infirmier libéral depuis 2017. Et tu faisais quoi avant, Maxime, d'être infirmier libéral ? Avant, j'étais infirmier chef au sein du 1038, les sapeurs-pompiers de l'Isère. D'accord. Valentin ? Bonjour, merci de nous avoir invités aussi. Valentin, donc je suis infirmier libéral depuis 2014 et avant j'ai travaillé aux urgences du CHU de Grenoble et pour Médecins sans frontières. D'accord. Et toi, Valentin, tu as une particularité comme infirmier ? J'ai une petite particularité en tant qu'infirmier parce que je suis aussi élu du Conseil de l'Ordre des infirmiers au niveau départemental et national. Et tu occupes quelle place au niveau départemental et national ? Je suis trésorier du Conseil départemental et je suis élu au niveau national. Ok. Merci à tous les deux. Ce que je vous propose, pour commencer, c'est qu'on va peut-être faire un petit état des lieux de la profession d'infirmier libéral. L'avantage, c'est qu'on a quelqu'un de l'ordre et je vois qu'il a des notes avec tous les chiffres. Donc, on va pouvoir annoncer les chiffres au niveau des infirmiers libérales. Les infirmiers libérales, Valentin, en France, c'est combien ? Comment ils sont répartis ? Donne-nous ton avis là-dessus. Les infirmiers libéraux aujourd'hui inscrits au tableau de l'ordre, on a 109 440 infirmiers libéraux inscrits au tableau de l'ordre. Sachant qu'on n'a pas de statistiques plus précises parce que les autres organismes de statistiques de l'État ne font pas de recensement depuis 2020. Donc c'est vraiment la chose la plus précise qu'on a. C'est réparti sur tout le territoire de façon relativement homogène. Du coup, quand tu dis 109 000, parce que vous n'avez pas d'autres chiffres, aujourd'hui, on peut être infirmier libéral et pas être inscrit à l'ordre ? Théoriquement, non, parce que c'est illégal. Il y a encore quelques infirmiers qui sont non inscrits. Mais aujourd'hui, donc l'ANS ou Azip Santé qui produit les cartes CPS bloque toutes les cartes CPS des infirmiers non inscrits. En théorie pure, normalement, il ne doit plus en rester. Je te confirme, moi, ma carte a été bloquée parce que j'étais plus inscrit et ça a été un petit peu compliqué. Au niveau cadre légal et réglementaire, les infirmiers libéraux, comment ça se passe ? Quoi, sur l'installation ? Ouais, comment ils s'installent, comment ils font, est-ce qu'ils ont des démarches particulières à faire ? Alors pour s'installer, il faut déjà être inscrit au Conseil de l'Ordre des infirmiers. 2, il faut justifier soit 2400 heures auprès de la CPAM, donc d'exercice dans une structure de santé. Attention, c'est très important. Par exemple, cadre de santé n'est pas un exercice dans une structure de santé. Pour la CPAM, c'est vraiment la CPAM qui gère ça. Et pour s'installer, il faut 3200 heures pour devenir directement titulaire. Alors, quand tu dis dans une structure de santé, je suis infirmier dans un MAS, ça marche ? Oui, ça marche. C'est vraiment tout type de structure de santé. Le prestataire de service, par exemple, est exclu. Ok. C'est pas une structure de santé. Malheureusement, on n'est pas reconnu comme ça. Ou pas encore. Au niveau formation initiale, est-ce que je peux devenir infirmier libéral comme ça, sans je décider ? J'ai fait mes 3600 heures, j'ai mon diplôme d'état d'infirmier, je suis inscrit à l'ordre, je mets une plaque et c'est parti, j'y vais ? Avant de mettre ta plaque, tu justifies de tes heures auprès de la CPM et qui, elle, te fait le retour comme quoi il t'autorise à l'installation, il y a un zonage défini avec l'ARS qui existe, donc tu ne peux pas t'installer dans n'importe quelle ville. Il y a des villes qui sont surdotées, des villes qui sont sous-dotées. Donc à partir du moment où la commune est surdotée, tu ne pourras pas t'installer en tant que titulaire dans cette commune. Ça veut dire que je peux pas m'installer, c'est-à-dire que je peux pas mettre une plaque ? Non, tu ne pourras pas mettre ta plaque de titulaire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va m'en empêcher ? Que tu es en zone surdotée. Mais ça veut dire que mon installation, je suis obligé en fait d'avoir un aval de la CPM pour m'inscrire. Tout à fait. D'accord, donc c'est en fait, quand on parle du conventionnement, c'est ça ? Voilà, le conventionnement. Quand tu fais ta demande d'installation à la CPM, tu fais ta demande de conventionnement et tu donnes la commune et ton adresse d'installation. Et eux, derrière, vérifient s'il reste des conventionnements disponibles sur cette commune-là ou pas. S'il reste des conventionnements et que tu remplis les conditions, à ce moment-là, ils te donnent ton conventionnement, ils te font signer la convention et tu peux mettre ta plaque. Si il n'y a plus de conventionnement disponible, à ce moment-là, il faut que tu trouves une autre adresse d'installation, donc sur une autre commune. Et le conventionnement, c'est quoi ? C'est un contrat entre l'infirmier libéral et la CPAM, disant qu'il va réaliser les soins et qu'il va facturer ses actes selon les règles de la convention, qui sont le respect de la nomenclature. Donc c'est un texte légal sur lequel il y a toutes les cotations d'actes que l'on peut facturer à la CPM et qui va les facturer à ce tarif-là, au niveau de la CPM et des mutuelles. Et l'infirmier s'engage
En parallèle, à ne pas faire de dépassement d'honoraires excessifs sur certains actes qui ne seraient pas dans la convention et dans la NGAP, dans la nomenclature générale des actes. Dans la convention générale des actes aussi, il faut pas oublier, il y a tous les règles d'installation, donc la présence d'un cabinet, aux normes handicapées, toutes les normes qui régissent les déplacements entre patients, que ce soit la facturation et les temps de déplacement, et les règles qui régissent aussi notre profession au quotidien, c'est-à-dire le remplacement. En parallèle, le bénéfice pour l'infirmier quand il est conventionné, c'est de pouvoir facturer à la CPM et aux mutuelles plutôt que de facturer aux patients. C'est ce qu'on appelle le tiers payant. Le tiers payant. Et surtout, un bénéfice clair en tant que chef d'entreprise, c'est de bénéficier d'une minoration, d'une dégressivité sur la cotisation sociale. C'est-à-dire? En fait, personne travaillant paye, alors soit elle, soit son employeur, des cotisations sociales via l'URSSAF. Les infirmiers libéraux conventionnés, comme tout professionnel de santé conventionné, a une diminution de ces cotisations sociales. Donc, les infirmiers libéraux qui sont conventionnés avec la CPAM ont une diminution des cotisations URSSAF. Il existe des infirmiers qui sont non conventionnés? Oui, il existe des infirmiers non conventionnés. Alors essentiellement, on les trouve dans les stations de sport d'hiver et dans les stations de balnéaire. D'accord. Donc, ça veut dire que ces personnes-là font payer le prix qu'ils veulent aux patients. Exactement. J'avais une question. On peut être donc du coup et conventionné, pas conventionné, c'est-à-dire que j'imagine très bien qu'à Courchevel, avec la population qu'ils ont, ils ont décidé en fait de pas se conventionner à la CPM pour pouvoir faire les tarifs à tous les étrangers. Mais s'ils ont des patients français, comment ça se passe? Alors, la convention ne régit que le lien entre l'infirmier libéral et la CPM qui représente son nom l'ensemble des patients couverts par la CPM. Donc, un patient étranger non couvert par la CPM ne rentre pas dans le cadre de la convention. Donc là, déjà, un infirmier conventionné peut faire tout à fait ses tarifs avec un patient qui n'est pas couvert par la CPM. Les infirmiers non conventionnés n'ont pas du tout de convention avec la CPM et du coup font leurs tarifs avec tact et mesure vis-à-vis des patients. Donc, ils établissent leurs tarifs pour leurs actes avec les patients quand l'infirmier est non conventionné, que ce soit pour des patients français ou des patients étrangers. Tu disais que dans les stations de ski et les stations balnéaires, il y avait des non conventionnés. Donc eux, ils font les tarifs tact et mesure. Ça veut dire que si demain je décide de faire un acte à 500 € pour une prise de sang parce que je sais que la personne en face de moi c'est un riche industriel, je peux pas. Ah si, il faut bien présenter un devis. La notion de tact et mesure est définie comme ça dans la loi, mais elle n'est pas plus précise. Donc si le patient derrière il porte plainte et qu'il dit que c'est démesuré une prise de sang à 500 €, après ce sera à un juge de décider si effectivement la prise en charge était abusive ou pas. D'accord. Donc là, on a parlé en fait du cadre légal, de comment s'installer au niveau formation. Donc c'était ça le début de la question. On avait dit ils font leur formation d'infirmier, leur diplôme d'état d'infirmier, ils font leurs heures pour être validés par la CPM, ils ont une convention. Et après, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en plus pour s'installer en tant qu'infirmier libéral? Alors après, immédiatement pour l'installation, il n'y a aucune obligation de formation. Voilà, ils vont se former sur le tas, malheureusement, puisqu'ils vont apprendre deux choses. C'est le travail de l'infirmier en ville sans équipe à côté. Et la deuxième chose qu'on va apprendre, c'est à devenir des chefs d'entreprise. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est une grosse découverte et on n'est pas du tout dans ce bain-là quand on fait notre diplôme d'état d'infirmier. Vous avez pas, comme moi, qui suis infirmier à la base et qui ai créé mon entreprise, mais pas du tout en tant qu'infirmier libéral, une obligation d'aller faire une formation dans une chambre de commerce ou dans une chambre des métiers? Non, aucune. Aucune. D'accord. Aucune obligation. Vous êtes soumis à la TVA? Aucune TVA. Ok. Et donc, du coup, on vous apprend pas un minimum de gérer un budget, de faire une déclaration fiscale, de qu'est-ce que c'est que la comptabilité? Pas du tout. Ce qui rentre dans ma poche, c'est pas tout à moi, quoi. Faut pas confondre le chiffre d'affaires et le salaire. Et le bénéfice, Et le bénéfice, on est ouais. d'accord. Et donc, du coup, après, il existe des formations continues. Est-ce qu'il existe une obligation de formation continue? Il existe de la formation continue parce qu'on a tous entendu parler des sociétés de formation continue et on a tous eu de la pub, mais est-ce que c'est une obligation, comme pour d'autres professions, de faire de la formation continue? Alors, on a une obligation de deux parts. On a une obligation de la part de notre code de déontologie, de formation continue. C'est clairement écrit dans notre code de déontologie. Donc, c'est pour tous les infirmiers, pas que les infirmiers libérales. Et après, pour les infirmiers libérales, il y a une obligation de formation triennale. Donc, tous les 3 ans, ils doivent justifier au minimum de 14 heures de formation. Actuellement, c'est les textes de loi. 14 heures de formation dans le sujet qu'ils veulent ou il y a des sujets qui sont validés? Non, dans les sujets qui sont gérés par l'Agence nationale du développement, donc le DPC. Et c'est une négociation qui a été faite entre le DPC, donc qui est un organisme d'État, les syndicats. Donc entre l'État et les syndicats,
pour valider un certain nombre de sujets. Bon, ça va de la prise en charge de la personne âgée au pansement, plaie chronique ou aiguë. Enfin voilà, il y a plusieurs sujets, mais c'est restrictif pour le moment. Du coup, c'est que des formations qui sont liées aux soins, parce que vous parliez, ce que tu expliquais tout à l'heure, Maxime, qu'ils n'ont pas de formation liée au chef d'entreprise. On a parlé tout à l'heure de la nomenclature des actes. Est-ce que ces formations, il pourrait y avoir, dans le cadre du DPC, une formation parce que je suis chef d'entreprise ou une formation sur les actes? Alors, pas dans le cadre du DPC, il y a un deuxième acteur qui sont les cotisations de tous les infirmiers quand ils payent l'URSSAF. On a une cotisation pour les formations. Et là, maintenant, c'est le FIFPL. Du coup, et là, dans ce cadre-là, les formations sont beaucoup plus larges, en fait. C'est pareil, hein, c'est validé entre, du coup, le FIFPL et les organismes syndicaux. Et là, par contre, il y a beaucoup de thèmes. Il y a effectivement comment s'installer et comment devenir chef d'entreprise. Il y a la nomenclature générale des actes. On peut faire anglais. C'est beaucoup plus large. Le FIFPL, c'est ce qu'on a l'habitude dans les entreprises normales, c'est les OPCO, les CPF, dispositifs de formation dédiés au développement des employés. Ouais, c'est ça. Donc c'est des choses où en fait vous payez pas la formation, vous êtes payé pour y aller. On paye pas, non, on n'est pas payé pour y aller, mais la formation est payée D'accord. par les cotisations des différents infirmiers en fait. Les formations DPC, on est payé pour les faire et on ne paye pas la formation. D'accord. Les formations FIFPL, on est indemnisé à un certain niveau sur la formation qu'on choisit, en fonction des formations et de l'intérêt professionnel. Par contre, on n'est pas indemnisé pour les faire. En fait, quand tu dis on est indemnisé, c'est vous payez pas la formation. C'est ça, ouais. D'accord. Et c'est comme dans les autres employés où en fait il faut faire une demande de formation au début d'année parce que 15 janvier il n'y a plus de budget, ou c'est des choses où ça fonctionne et il y a des budgets qui sont assez conséquents? Alors avec le FIFPL, il faut le faire au plus tôt. Avec la NDPC, c'est différent. Il y a des budgets qui courent tout au long de l'année. Même si je modère un petit peu mes propos, avec le FIFPL, très peu de libéraux, enfin pas assez de libéraux à mon goût, ne suivent des formations par ce biais. Et du coup, les budgets, il reste toujours en fin d'année une partie de budget. Et puis tous les ans, ils nous les redescendent parce que c'est pas utilisé tous les ans. Donc tous les ans, ils les dispatchent. Il faut savoir que les formations sur le FIFPL, il y a beaucoup de professions. Il y a déjà tous les professionnels de santé, mais il y a aussi toutes les autres professions libérales. Je pense aux architectes, aux avocats. C'est tout mis dans un pot commun. Tous ceux qui ont un ordre, en fait. Tous ceux qui, même plus, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'ordre et ils font aussi partie vraiment toutes les professions libérales. Je pense aux plombiers. C'est tout mis dans un pot commun et après c'est des négociations syndicales où le budget est réparti selon le nombre d'actifs et les négociations. Donc, s'il y a des branches, par exemple, on va prendre la branche santé qui prend un certain pourcentage et qui l'utilise pas à la fin, et ben l'année d'après, dans les négociations, c'est le pourcentage pas utilisé, souvent il est redispatché sur d'autres. Par exemple, sur le BTP, ça arrive régulièrement aussi. Syndicat, ordre, mission de chacun? L'ordre, il est garant de la déontologie des infirmiers. Vraiment, c'est la mission principale et la représentation de l'infirmier sur le point local, mais aussi au point de vue national. On s'occupe des compétences des infirmiers. L'ordre, il discute avec plusieurs interlocuteurs différents, que ce soit tous les grands interlocuteurs, là, je pense à l'ARS, la DGOS. Aujourd'hui, on entend tous passer sur les réseaux les petits combats qu'il y a entre certains syndicats de médecins et les infirmiers sur les infirmiers en pratique avancée. Qui défend? Alors l'ordre, si saisi par l'infirmier ou l'infirmier en pratique avancée, on accompagne et on défend tous les infirmiers. Que ce soit sur un point de vue disciplinaire, donc la chambre disciplinaire, donc on s'occupe que de la déontologie, mais aussi au niveau pénal, on accompagne les infirmiers du moment qu'ils nous saisissent et que la saisine est cohérente avec l'exercice infirmier. Bien sûr que l'ordre accompagne tous les infirmiers. Ma question était plutôt de dire, aujourd'hui, il y a des débats nationaux sur texte de loi là, qui vient d'être validé sur la nouvelle profession d'infirmier. Est-ce que l'ordre est intervenu ou c'est des exclusivités là au niveau plutôt syndical? Non, l'ordre a été consulté. Alors le texte, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Il y a eu tous les acteurs, mais les syndicaux, mais l'ordre aussi a été énormément consulté très régulièrement tout au long de la rédaction de cette nouvelle proposition de loi. Et du coup, la mission des syndicats, parce qu'au final, quand on discute, il y en a quand même beaucoup d'infirmiers qui n'arrivent pas à faire la différence entre les syndicats et l'ordre. Alors, la mission des syndicats, c'est plus représenté sur l'aspect financier et l'aspect sécurité dans le travail, en fait. L'ordre représente tous les infirmiers, la déontologie et la représentativité vis-à-vis des institutions, des grandes institutions. Les syndicats sont dans la défense de l'exercice.
Il y a des syndicats d'infirmiers libéraux, il y a des syndicats d'infirmiers hospitaliers, il y a des syndicats dans tous les milieux d'exercice. Et voilà, le précaré du syndicat, c'est ce milieu d'exercice-là. Les syndicats d'infirmiers libéraux discutent aussi avec les grandes instances représentatives, évidemment, mais vraiment uniquement sur le domaine de l'exercice de l'infirmier en libéral et de la négociation financière, économique pour les infirmiers libéraux. L'ordre ne se mêle pas de ce qui est la négociation pécuniaire. C'est-à-dire que c'est pas l'ordre qui va intervenir auprès de la CPM pour revoir les AMI, les AIS, les BSI, les choses comme ça. La nomenclature, les cotations, c'est du domaine exclusif des syndicats. D'où l'intérêt d'être inscrit à l'ordre pour être... L'intérêt, l'obligation ? L'obligation d'être inscrit à l'ordre parce que c'est l'organisme qui nous représente, qui représente la profession infirmière au sens large, mais dans l'exercice libéral, il est primordial d'être syndiqué, puisque si on veut pouvoir faire bouger des lignes, que ce soit pécuniaires ou sur un domaine d'exercice, quand on est représenté, quand les syndicats ne représentent que 5 ou 7% des infirmiers, ben ils représentent rien du tout. Donc, aller se battre en représentant rien du tout, il n'y a pas d'écoute derrière. Donc, les négociations partent déjà très mal puisque les syndicats représentent pas grand-chose. Du coup, je vais balancer une bombe. Pourquoi c'est pas l'ordre qui le fait, sachant que l'ordre représente tous les infirmiers ? Parce que c'était pas les missions qui ont été confiées à l'ordre à sa création, mais comme tous les ordres, hein, on a des textes qui régissent qu'est-ce qu'un ordre. Donc ça fait pas partie des missions ordinales. Hein. Chez les médecins, c'est pareil. Je pense aux pédicures, podologues aussi. Que certains syndicats, je dirais pas tous, certains syndicats ont encore pas compris, c'est que les missions ordinales et les missions syndicales sont différentes, mais sont très complémentaires. Et on s'appuie encore pas assez les uns sur les autres. Bah là, ce que vous venez de m'expliquer, c'est hyper fluide en fait. Peut-être que certains vont pas pouvoir envoyer ce podcast à certains syndicats ou à certains représentants de l'ordre pour qu'ils puissent comprendre. Ah, mais avec grand plaisir. Donc on vient de voir la partie réglementaire qui permettait à un infirmier de s'installer. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler du quotidien des infirmiers, l'organisation d'une journée type, les soins prodigués, les relations avec les patients, la collaboration avec les autres professionnels de santé. Comment vous organisez vos journées ? Pour ma part, la journée type commence pas le matin, elle commence la veille, voire l'avant-veille, puisqu'il faut réfléchir à sa tournée. Le gros secret du libéral, c'est de gagner du temps sur les trajets. Donc, comment organiser sa tournée, comment organiser ses patients en fonction donc des contraintes de circulation, mais des contraintes aussi surtout thérapeutiques. Un patient qui doit avoir des perfusions d'antibiotiques 3 fois par jour, toutes les 8 heures, on va pas lui faire toutes les 5 heures. Donc ça, c'est à prendre en compte, évidemment. Alors, quand je dis la journée commence la veille ou l'avant-veille, elle commence même plus tôt, puisqu'il bien avant, puisqu'il faut s'assurer que le matériel est bien disponible chez le patient pour pouvoir assurer les soins. Donc voilà, il y a... Merci les prestataires, où on peut vachement vous aider. Mais exactement, le prestataire nous fluidifie beaucoup le travail sur ce point-là, sur du point de vue logistique. Juste à faire une commande une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. Et on sait que c'est livré, et on a confiance dans le matériel qui sera distribué, on a l'habitude de travailler avec, et ils sont en plus à l'écoute de nos remontées de terrain, de nos remontées pratiques pour faire évoluer. Et ça, c'est un gros avantage. En plus, ces prestataires sont dans un nombre beaucoup plus réduit que les pharmacies qui fournissaient le matériel avant et qui continuent à fournir du matériel, mais qui, eux, sont totalement déconnectés de la qualité du matériel, puisque ils sont pharmaciens, ils n'utilisent pas les cathéters, ils n'utilisent pas les aiguilles, tandis que chez les prestataires, c'est essentiellement des infirmiers qui, eux, connaissent ce matériel-là. Et donc, si on revient, j'ai préparé ma journée, j'ai eu l'appel du patient, j'ai organisé, je sais que tous les soins, le matin à je sais pas quelle heure. Comment ça se passe ? Ah non, t'as oublié. Dans la veille, t'as au moins des transmissions de ton collègue. Bah oui, j'ai pas fini. Ah, pardon. Je suis allé trop vite. Ouais. Donc, la veille au soir, en général, la veille au soir, on effectue les transmissions entre les deux infirmiers qui ont travaillé ce jour-là et celui qui travaille le lendemain. À ce moment-là où on échange toutes les données au même titre que dans un service de soins standard. Hein, c'est exactement le même principe. Le dossier de soins totalement informatisé et accessible en direct sur nos téléphones portables. Donc, ce qui facilite grandement les choses, c'est qu'on se balade pas avec des classeurs chez les patients ou dans nos voitures. On a tout sur le téléphone et on peut revenir en direct dessus. Faut pas oublier, dans tout type de soins infirmiers, c'est une obligation légale d'avoir un dossier de soins, soit pour tous les patients. Qu'il soit à domicile, au cabinet ou numérisé, il faut qu'il y ait un dossier de soins pour chaque patient. Aujourd'hui, il y a encore des infirmiers qui ont des dossiers de soins qui ne sont pas informatisés ? Oui. Beaucoup. En sachant que si le dossier de soins n'est pas informatisé, qu'il est sous format papier et qu'il est au domicile du patient,
Ça pose un problème au niveau de la sécurité des données, c'est que normalement, seuls les professionnels de santé et le patient doivent avoir accès au dossier de soins. La famille, les amis qui viennent ne doivent pas avoir accès aux données qui sont dans le dossier de soins. Ça veut dire que le dossier de soins doit être dans un tiroir ou dans un placard ou autre. Mais à contrario, quand c'est un dossier informatique, est-ce que le patient a un accès? Est-ce qu'il peut voir son dossier? Il prend un smartphone, il a un accès au logiciel que vous utilisez? Non, mais il peut en faire la demande, en fait. C'est du moment qu'il fait la demande, on a une obligation de répondre à sa demande et lui fournir l'intégralité de son dossier de soins. Et du coup, vous lui fournissez via un accès ou alors vous avez un système PDF où on lui envoie tout en Là, PDF? sur notre logiciel, on fait des extractions PDF et qu'on transmet aux patients, mais au même titre à d'autres professionnels de santé qui s'occupent du patient. Ou alors, même en cas d'hospitalisation urgente, quand on passe chez le patient, il est en train de faire une complication, un AVC, une douleur thoracique ou autre, on peut exporter les données sur le jour passé, les 2 jours, la semaine passée, et l'envoyer directement aux urgences. Comme ça, ils ont les données qui sont nécessaires à la prise en charge du patient. Et qui est assez intéressant plutôt que de se balader avec un dossier qui fait 672 pages. Et le dossier médical partagé de la CPAM, c'est pas quelque chose où vous pouvez écrire dedans? Si, depuis peu, on peut maintenant écrire dedans depuis cette année. Pour l'instant, peu d'infirmiers s'en sont saisis, beaucoup les pharmaciens, quelques médecins commencent à s'en saisir, mais nos logiciels, en fait, ils sont pas adaptés encore au dossier médical partagé, parce qu'il faut qu'on réouvre une deuxième application, qu'on re-rentre les données du patient, on peut pas avoir accès directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre votre logiciel à vous, métier tous les jours, et le DMP? Non, actuellement, en tout cas pour les infirmiers, il y a aucun logiciel, que ce soit le nôtre ou d'autres, hein, qui ont un accès direct, en fait. Parce que du coup, les pharmaciens et les médecins ont ça? Les pharmaciens, oui, ont ça, et certains logiciels pour les médecins aussi. Du coup, ça permet aux pharmaciens, maintenant avec le DMP, de savoir ce qui a été distribué comme médicament, et on n'aura plus les soucis où le patient a été chercher 5 fois la dose de médicament dans 5 pharmacies différentes? À condition que le pharmacien aille regarder. Mais c'est pas des choses qui remontent en automatique encore quand il va Non. mettre la carte vitale et qui dit attention, il a déjà eu cette ordonnance. Non. D'accord. Là, on va passer aux ordonnances tout électroniques, hein, c'est la volonté de l'UCNAM, et c'est pour éviter justement ce genre de gaspillage, mais c'est pas encore fait. Mais le gaspillage, alors là, on dérive complètement, on reviendra après sur le sujet. Le gaspillage, ce serait pas plutôt de faire des trucs à l'unité? Alors, c'est la demande de la Cour des comptes qui a été faite récemment à tous les ordres professionnels de travailler là-dessus et de faire des remontées justement sur l'amélioration du système de distribution, que ce soit du matériel ou des traitements, pour essayer de limiter le gaspillage. Et effectivement, dans les pistes envisagées, la distribution à l'unité est envisagée, oui. Parce que nous, chez les prestataires, aujourd'hui, on a un forfait de matériel et on facture à la perfusion près. C'est-à-dire que si on facture de la perfusion, on va mettre 10 perfusions, on en paiera 10. Si le patient en a fait que 7, on va récupérer le matériel. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est imaginable dans les médicaments? Oui, il va falloir changer certains types de conditionnements, mais il y a beaucoup de conditionnements maintenant qui sont faits à l'unité, où on a la sécurité du médicament, donc le nom du médicament, sa posologie et la date de péremption par comprimé. Après, c'est une volonté des industries pharmaceutiques de vouloir changer ça, mais là, on repart sur des lobbying qui sont énormes, où ils ont profité, parce qu'en France, on fait partie encore des derniers pays au monde où on distribue à la boîte, hein. On va en Angleterre, on va aux États-Unis, je pense notamment au Canada aussi, mais dans d'autres pays européens, l'Allemagne, l'Italie, c'est des dispensations à l'unité, hein. Et pour l'instant, en France, on distribue à la boîte. Ils distribuent des boîtes de 28 pour 30 ou 31 jours de traitement. Donc, on distribue 2 boîtes. Ils distribuent 2 boîtes, le calcul est vite fait, ouais. Ok. Et du coup, après cet aparté, si on revenait sur votre journée, donc on a fait les transmissions. Et du coup, après, on y va. On y va, on dort, parce qu'on fait ça la veille. On dort pas obligatoirement parce qu'on peut être de nuit. Il y a des cabinets qui travaillent de nuit aussi, donc oui, ça peut être. On peut partir directement au travail. Non, après, c'est s'assurer aussi que son véhicule est en état pour le lendemain, donc avec le plein d'essence et autres. Enfin, on va pas faire le tour du véhicule sur le podcast, mais voilà. Et du coup, le lendemain matin, on part faire notre tournée. Et là, donc, on va voir les patients les uns après les autres, en fonction de l'organisation qu'on a choisie et dont les patients ont besoin. On va réaliser les soins et c'est des moments qui sont privilégiés puisqu'on est seul chez le patient, seul aussi, sans interruption de tâches, contrairement à ce qu'on peut avoir dans les services, ou avec des interruptions de tâches à minima qui peut être le téléphone qui sonne, mais de toute façon, on ne décroche jamais quand on est chez le patient. Du coup, je fais ma journée de travail en une fois. Je commence à 5 heures du matin et je finis à 21 heures. Tout dépend des cabinets, tout dépend des tournées. Il y a des cabinets qui ne travaillent que le matin, je vais donner des exemples, qui vont travailler de 5h à 13h.
Il y a des cabinets qui vont travailler de 6h à 16h. Il y a des cabinets qui vont travailler de 6h à 14h et qui vont reprendre à 18h jusqu'à 20h. C'est très, très fluctuant. Les cabinets avec une tournée de nuit vont commencer à 18h et vont finir à 2h du matin. Chaque cabinet fait son organisation, voire il y a plusieurs organisations dans un même cabinet puisqu'il y aura plusieurs tournées dans le cabinet. Donc ça, en fonction de, effectivement, de où ils habitent en ville, où j'imagine qu'il y a d'autres organisations entre la ville, la campagne. Oui, tout à fait. D'accord. Au niveau des soins prodigués, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire en ville? On peut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. On peut réaliser tous les actes infirmiers qui sont dans le décret de compétence. Alors ça, c'est souvent quelque chose que nous, on entend, parce qu'il y a le décret de compétence et il y a la nomenclature. On peut réaliser, comme tout infirmier, tous les actes qui sont dans notre décret de compétence. Par contre, il faut dissocier la possibilité de réaliser tel ou tel acte et la possibilité de facturer tel ou tel acte. Le décret de compétence et la nomenclature générale des actes ne sont pas des copier-coller l'un de l'autre. Donc, dans la nomenclature, il y a des actes qui n'apparaissent pas, donc on ne peut pas facturer alors qu'ils sont dans le décret de compétence. Comment ça se passe si on a un patient qui a ce problème-là? Donc, je vais prendre un exemple qu'on a tous les jours, les rodons, qui ne rentrent pas, a priori, dans la nomenclature, mais qui sont dans le décret de compétence. Mais ils sont dans la nomenclature. Ah, bonne nouvelle. Enfin, moi, c'est un truc qu'on ne savait pas et que souvent... C'est l'ablation de rodon qui est dans la nomenclature, c'est pas la surveillance. Ouais. D'accord. Donc, du coup, on a toujours les mêmes problèmes, c'est qu'on est compétent pour surveiller un rodon, mais ça n'apparaît pas. Donc, tous les jours avant l'ablation du rodon est pas facturable à la sécurité sociale. Donc, ça veut dire que vous avez un patient qui a été opéré de quelque chose qu'on a dû lui mettre des rodons et qui, à part d'autres actes, vous allez le voir que le dernier jour pour qu'il enlève son rodon. En le facturant en sécurité sociale, oui. S'il y a vraiment une exigence du patient de vouloir que l'on passe le lendemain de son opération, le surlendemain et l'ablation le 3e jour, les 2 premiers jours pour la surveillance, ça sera l'établissement d'un devis avec tact et mesure. Donc à sa charge. J'imagine bien. Voilà. Les mutuelles peuvent participer sur des actes comme ça un peu particuliers? Est-ce qu'il y a des choses qui existent dans les mutuelles où elles peuvent participer? C'est mutuel dépendant, donc il y a des mutuelles qui participent, il y a des mutuelles qui participent pas. Ça, c'est chaque patient doit voir avec son contrat et sa mutuelle. Sur certains actes un peu particuliers, on a déjà fait des demandes de dérogation à la CPM, justement pour pouvoir facturer des actes qui normalement ne pouvaient pas être facturés. Est-ce que c'est des choses qui sont faites régulièrement ou pas du tout? Alors c'est fait, c'est pas fait régulièrement du tout. Et c'est toujours CPM dépendant, voire personne du service médical de tel CPM dépendant. D'un jour au lendemain, on va avoir des réponses différentes. C'est le médecin conseil de la CPM qui est saisi du dossier qui prend la décision. Donc c'est vraiment personne dépendante. Malheureusement, c'est pas encore assez saisi par les infirmiers, je pense. Ça pourrait être un peu plus saisi, mais ça fait une démarche administrative de plus. Et souvent, ça rebute les infirmiers de vouloir demander une demande de cotation par dérogation. On avait eu le cas, nous, avec Cicadom une fois, effectivement, et c'était nous qui avons porté le dossier pour faire la demande. Et c'est vrai que l'infirmier libéral était hyper surpris qu'on ait fait la demande et qui avait été accepté en plus. Parce que c'était, je me souviens plus des soins, mais c'était un truc hyper compliqué avec 6 ou 7 passages par jour. Et c'était soit ça, soit on laissait la patiente hospitalisée et tout le monde était d'accord qu'elle récupérerait mieux en étant chez elle. Mais sur les demandes de dérogation ou de cotation par assimilation, c'est important que les infirmiers en fassent de plus en plus parce que ça montrera qu'il y a des manques. On est tous d'accord pour dire qu'il y a des manques dans la nomenclature, mais par contre, tant qu'on ne fait pas remonter et qu'on ne va pas embêter les services compétents, ça ne bougera pas. Ça, c'est la première chose. Pour les infirmiers qui font la demande, il y a aussi souvent un problème, c'est que beaucoup de services médicaux répondent par téléphone. Et du coup, il n'y a aucun élément de preuve au moment de la facturation que le service médical a bien valider telle ou telle cotation par assimilation. Que les infirmiers exigent une réponse par mail ou par leur espace personnel sur une réponse écrite. Voilà, une réponse écrite. Alors nous, on avait eu ça. Le médecin n'avait pas voulu nous répondre par écrit. Ce qu'on avait fait, donc là, on avait contacté un avocat pour savoir comment se protéger. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on lui avait envoyé un mail, donc nous, prestataires, plus l'infirmier libéral, en disant « Nous avons une conversation ce jour avec le docteur Intel. Vous nous avez dit ça, 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 ça et ça. Sans retour de votre part dans lettre truc pour contre-indication, nous facturons ce système-là. » Pas eu de retour, on a eu le truc. On n'avait pas eu d'indu, justement. Alors, est-ce que parce que c'était passé, pas passé, mais quoi qu'il en soit, c'était passé sans souci pour l'infirmier aussi. Mais voilà, il faut des écrits. On est une profession où on a eu une culture orale pendant des dizaines d'années, ne serait-ce que sur nos transmissions, et sans dossier. Mais cette période de la culture de l'oral est totalement révolue. On est des chefs d'entreprise, il faut poser les choses, c'est les écrits.
Aujourd'hui, vous êtes les seuls professionnels de santé qui êtes présents au domicile des patients 365 jours par an, quasiment 24 heures sur 24 pour certains cabinets. Vous avez des relations hyper particulières avec les patients et la famille. Moi, mon ex, le vendredi, quand elle travaillait, elle revenait avec des pâtes d'un de ses patients parce que c'était un Italien qui nous faisait des pâtes à tomber. Comment vous arrivez à gérer ça? Cette relation avec le patient, le fait d'être hyper proche, d'être hyper proche, mais de rester des professionnels de santé. Je reprécise parce que Maxime, il m'a regardé avec des grands yeux en me disant « Mais qu'est-ce que tu me racontes ?» Il faut savoir garder la relation soignant-soigné. Des fois, elle est un petit peu dépassée. Alors, moi, pour ma part, je reste toujours vigilant à ça et que ça n'interfère pas dans ma sphère personnelle. Voilà. Après, c'est vraiment chaque infirmier qui va mettre son curseur là où il veut. Ça peut avoir des bons côtés, ça peut avoir des très mauvais côtés aussi. Le coup de fil à 2 heures du matin parce qu'il a une angoisse, ça peut arriver aussi. Donc voilà, chaque infirmier va mettre son curseur et qu'est-ce qu'il est capable de supporter ou pas. Il faut que chacun s'interroge au niveau de ça. De toute façon, au début de l'exercice, on fait tous des erreurs, on s'égare tous sur cette relation-là à un moment donné avec tel ou tel patient parce qu'on va faire un transfert pour diverses raisons. Et il est important de réévaluer, de réajuster derrière. Après, il y a aussi un gros intérêt, on est plusieurs dans un cabinet. Alors, quand c'est un petit cabinet où on n'est que 2, c'est peut-être plus compliqué. Mais mais de toute façon, il faut toujours échanger avec son confrère ou ses confrères du cabinet. Et c'est avec cette dynamique d'équipe où on va dépasser certaines choses, où on va être alerté sur certains points. Parce que des fois, on va pas se rendre compte qu'on est en train de dépasser la relation et c'est nos confrères qui vont se rendre compte quand ils passent, eux, chez le patient en fonction de ce que leur dit le patient. Et ils vont avoir la puce à l'oreille. Donc ça, c'est important, l'échange dans l'équipe, mais c'est primordial. Au niveau justement d'équipe, la collaboration avec les autres professionnels de santé, les CPTS, les maisons médicales, comment vous le voyez? Alors, on va différencier peut-être CPTS C'est des choses différentes, on est bien et d'accord. alors maison médicale ou MSP. Attention, Mmh. c'est pas tout à fait. En fait, on n'est pas du tout sur la même chose. Les relations, on va commencer par les CPTS peut-être. La relation avec la CPTS, c'est assez jeune les CPTS. Les communautés professionnelles des territoires de santé, tu nous disais que vous aviez des relations donc différentes par rapport à d'autres choses. Tu peux nous Ah oui. expliquer? Donc du coup, la CPTS, c'est un regroupement de professionnels de santé, donc infirmiers, médecins, pharmaciens, podologues, kinés, j'en passe, hors mur, c'est-à-dire que chacun a son cabinet et c'est une adhésion à une société. C'est une société qui est créée. La CPTS est validée par l'ARS, donc elle a un budget de fonctionnement et elle crée un échange entre les professionnels de santé. Alors, ça reste jeune et assez nébuleux. La CPTS dont on fait partie est très jeune. Elle fait peu de choses. Enfin, j'ai encore du mal à voir l'intérêt vraiment pour les infirmiers sur le terrain tous les jours. Et pour le d'une CPTS. patient? Et encore moins pour le patient. L'objectif premier des CPTS, si je me place de la vision étatique, était de remplir un objectif, c'est que chaque patient ait un médecin traitant. Ça, c'est l'objectif initial des CPTS. Les CPTS, comme vu par la majorité des professionnels de santé libéraux, donc je mets bien ça entre guillemets, c'est la vision de beaucoup. C'est un moyen pour l'État de faire rentrer de l'administratif et de la gestion au sein du système de santé libérale. Pourtant, on voit quand même aujourd'hui pas mal de postes de coordinatrices de CPTS. Oui, on en voit beaucoup passer. Après, les actions, en fait, le départ des CPTS, c'était pour les médecins traitants, mais aussi pour mettre en lien les professionnels de santé interdisciplinaires. Chose qu'on faisait déjà avant les CPTS, qu'on fait très bien, qu'on fait toujours, même hors CPTS. Pour l'instant, l'amélioration de cette communication, elle n'est pas vraiment visible sur le terrain tous les jours. Peut-être qu'avec des coordinateurs un petit peu mieux formés ou plus nombreux, on verra peut-être un échange plus fluide, mais pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Et les maisons médicales, du coup? Ah, maison médicale, on est sur autre chose. C'est un regroupement de professionnels de santé réglementés dans un même lieu d'exercice. Donc, ce qui facilite vraiment l'échange parce on est dans un même lieu, dans les mêmes murs, et on peut plus facilement échanger, que ce soit avec son confrère kiné ou son confrère médecin ou podologue. Tiens, je sais pas, je pense à un exemple. J'ai une de mes patientes, elle a un ongle incarné. Au lieu de passer 15 coups de fil pour chercher un podologue, s'il y en a un dans la maison de santé, c'est est-ce que tu peux aller voir ma patiente qui a besoin de soins? Et inversement, enfin voilà, c'est un échange et effectivement, ça facilite la relation interprofessionnelle. Alors moi, j'ai la chance d'habiter en montagne, dans des stations de ski. On a des maisons médicales qui sont quand même
hyper développé. On se rend compte que ça fonctionne vraiment bien et ils vont même aujourd'hui beaucoup plus loin que les libéraux de secteur. Ils arrivent même à faire monter des médecins libéraux ou hospitaliers pour venir faire des consultations extériorisées loin de l'hôpital. Vous pensez que c'est quelque chose d'avenir ou c'est on essaye et on verra ce que ça donne? Moi, je pense que c'est quelque chose d'avenir parce que aussi on mutualise les moyens. Là, tu parlais de chez toi qui vient de la montagne. Je viens de la montagne aussi, donc c'est la même chose vers chez moi. Et même pour l'achat de matériel type radiologie, de quoi faire des sutures, de quoi stériliser les plateaux. Enfin, du coup, on mutualise des moyens et du coup, les choses sont à moindre frais, mais la qualité du soin s'en voit améliorer. Au lieu que le patient descende à Grenoble, par exemple, ou à Bourgoin parce qu'il est dans une station ski ou à Chambéry pour aller faire ses radios. Les radios peuvent être faites sur place. Si ça ne nécessite pas une chirurgie, on peut plâtrer sur place ou faire de la suture sur place et le patient peut repartir avec l'intégralité des soins. Et je rebondis sur ce qui se fait sur ton plateau, Johan, de faire monter des médecins spécialistes une journée par mois ou une journée tous les 2 mois. Je pense que c'est quelque chose qui est d'avenir sur des secteurs qui sont, alors je vais pas dire reculés, mais qui sont loin en termes de temps. Là où c'est pas foncièrement loin de l'agglomération en nombre de kilomètres. Par contre, en termes de temps, en hiver avec la neige, ça complique beaucoup les déplacements. Et faire déplacer un médecin, donc faire déplacer une personne une journée par mois, ça a quand même une Ça coûte économie. moins cher Ça que coûte d'en faire beaucoup passer. moins cher et ça fait courir beaucoup moins de risques. Il y a beaucoup de monde plutôt que de faire descendre 25 patients Avec sur la des même journée, ambulances, avec des ambulances ou autres. Donc oui, pour moi, mais c'est évidemment de l'avenir. Il y a de la téléconsultation et de la télémédecine qui s'est développée aussi, qui peut être aussi une interface, même si personnellement, je suis pas un adepte de la télémédecine parce que voilà, pour moi, nous sommes des professions, enfin les professionnels de santé, où on a besoin d'un contact et on a besoin de voir, sentir, toucher le patient. Mais bon, voilà, c'est les évolutions qui sont comme ça et on va pas les refaire. Mais par contre, oui, faire déplacer un médecin dans des zones reculées, oui, je pense que c'est vraiment de l'avenir. Cabinet de soins non programmés. On voit ça qui se développe de plus en plus. C'est un palliatif à l'absence de médecins traitants. C'est un nouveau mode d'exercice pour les médecins. Par contre, ça n'existe pas aujourd'hui pour les infirmiers. Est-ce qu'il y a un avenir pour les infirmiers dans ces choses-là? Maxime, toi et moi, on a tous les deux travaillé chez les pompiers pendant de nombreuses années. On a tous les deux fait des trucs d'urgence. Toi, Valentin, tu as travaillé dans un service d'urgence. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi intérêt d'avoir des infirmiers libéraux dans ces centres de soins non programmés? Il y a déjà des infirmiers libéraux dans les centres de soins non programmés. Dans tous les centres? Pas dans tous les centres, D'accord. mais dans certains Aujourd'hui, centres. celui de Grenoble qui est sur les grands boulevards, il y a des infirmiers? Il me semble pas. D'accord. Donc c'est plutôt de l'exception en fait, les infirmiers dans les... À ma connaissance, les centres de soins non programmés où il y a des infirmiers libéraux sont des centres qui ont été montés par des structures, par des sociétés. Enfin, c'est des sociétés et c'est des investisseurs qui ont mis des biens. Non, pas que. Hein. Il y a des centres dans l'Ain. Là, moi, j'ai 1 ou 2 centres en tête dans l'Ain, mais même vers la région lyonnaise aussi. En Isère, il y en a quelques-uns aussi. C'est des volontés propres. Après, il y a des sociétés qui font ça. Je te parle ceux où il y a des infirmiers libéraux. Oui, moi je te parle la d'accord. même chose, je te parle de ceux où il y a d'infirmiers libéraux. D'accord, Oui, ok. on est On d'accord. est en phase et donc voilà. On est en phase. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Enfin, Oui. moi, je connais beaucoup dans le domaine de la prestation de santé. On a quand même en face de nous des très gros groupes qui sont des groupes cotés en bourse qui aujourd'hui investissent massivement dans les centres de soins non programmés parce qu'il y a une vraie demande. Aujourd'hui, justement, on parlait de la collaboration avec les professionnels de santé. Comment vous faites aujourd'hui avec la pénurie de médecins traitants pour que tous vos patients puissent avoir un médecin traitant? Ah bah c'est très compliqué, tous les jours. Tous les jours, hein, c'est les relations qu'on a tissées aussi au fil des ans avec les médecins traitants de différents secteurs, hein, où on arrive encore à négocier avec les médecins, mais il y a énormément de médecins qui ne prennent plus de nouveaux patients. Quand nous, on leur demande, ils font l'effort, mais c'est parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble. Le centre de soins non programmés, c'est du one shot. Je pense que ça remplacera pas la médecine de ville actuelle, que ce soit l'infirmier libéral de ville ou de ville ou de campagne, mais et le médecin traitant de ville ou de campagne aussi. C'est vraiment pour pallier l'absence dans certains territoires de centres hospitaliers ou une surcharge des services d'urgence quels qu'ils soient. Vraiment, le centre de soins non programmés, c'est vraiment une consultation pour un problème donné à un moment T et 90% des centres de soins programmés ne font pas de suivi et ne veulent pas en faire. Et ils sont pas là pour ça. Pour moi, c'est pas leur intérêt.
Ils sont pas là pour ça, mais aujourd'hui, en fait, c'est quand même quelque chose qu'ils font au quotidien. Dans une autre vie, et toi aussi, Maxime, parce que ton épouse avait repris la société, j'avais un télésecrétariat, on avait de très nombreux médecins traitants qui nous disaient, je peux pas le voir, envoyez-le aux soins non programmés. Et des fois, c'était des choses comme une grippe, une gastro, Oui, mais c'était pas forcément une urgence. c'est un moment T. Ah non, j'ai pas dit que c'était une urgence. Attention, hein, les centres de soins non programmés ne sont pas que pour les urgences, c'est pour un problème à un moment T où un autre professionnel de santé ne peut pas intervenir, notamment le médecin traitant ou l'infirmier habituel pour X ou Y raison. Mais là, donc, on parle en fait de Grenoble et on a, je pense, encore de la chance d'avoir des médecins un peu partout. Aujourd'hui, il y a quand même une pénurie et des vrais déserts médicaux qui existent. Comment les infirmiers libéraux, donc là, c'est vraiment à toi par rapport à l'ordre, comment les infirmiers dans les déserts médicaux agissent, parce que malgré tout, les infirmiers médicaux, il y en a partout en France. Beaucoup d'infirmiers libéraux qui interpellent les prescripteurs et des fois c'est très long pour avoir une prescription, donc ils peuvent pas facturer leurs soins, donc ils attendent. Non, c'est compliqué, hein. Les endroits où il y a des déserts médicaux, c'est très très complexe pour le soin infirmier, et on voit de plus en plus là où il y a des déserts médicaux, on commence à voir apparaître des déserts pour les soins infirmiers parce que les infirmiers ne peuvent plus exercer dans ces endroits-là parce qu'ils n'ont plus de prescripteurs. Je rajouterais quelque chose sur les prescriptions, là où vous avez échangé à l'instant, sur les prescriptions et les absences de prescription quand il n'y a plus de médecin traitant. L'infirmier libéral va être dans une position qui est duel et qui est assez complexe. Je vais dire avoir le cul entre deux chaises. C'est que une fois qu'il n'a plus de prescription valable, alors déjà il peut plus facturer. Ça déjà c'est une chose, donc il va travailler pour la gloire. Mais même si on met ce côté-là, le côté financier, le côté pécunier de côté, il sait très bien que le patient a besoin de tel ou tel soin, mais il n'a plus de prescription valable. Réglementairement, il n'est pas couvert. Il n'a pas de prescription médicale, il n'a pas le droit de faire ses actes. Sauf qu'il y a la continuité des soins qui s'impose et voilà. Mais du coup, c'est une Mm. position qui est très très instable pour l'infirmier. C'est que faire? Mais surtout, en plus, aujourd'hui, il y a de plus en plus de besoins. Là, on a vécu le virage ambulatoire. Nous, en prestation de santé, on voit bien en fait qu'il y a toute la chirurgie commence à passer en ambulatoire. Donc, en fait, on a un paradoxe où l'hôpital peut prendre de moins en moins de monde, a de moins en moins de moyens, c'est de plus en plus compliqué. Et la ville, eh ben, on se rend compte qu'il manque de plus en plus de médecins. Bah, la solution, alors les médecins, ils vont bondir hein, quand je vais dire ça, mais je vais le dire. Hein. Les IPA, Non, même pas les IPA, c'est l'accès directement pour certaines choses, à toute la profession infirmière. Le cœur du problème, il est là. Quand on voit qu'il nous faut une ordonnance pour une plaie ou une cicatrisation, alors que c'est des choses qu'on fait dans notre quotidien, ça fait partie de notre domaine d'expertise, pourquoi on n'a pas accès pour certains soins? Je dis pas pour tous les soins. Pour certains soins, on pourrait avoir accès directement à l'infirmier. Actuellement, les kinés ont quelques soins sur lesquels ils ont un accès direct. Les IPA ont un accès direct. Il faut élargir cet accès direct à d'autres professionnels de santé. Je pense pas qu'aux infirmiers, aussi aux sages-femmes. Voilà, il faut ouvrir ça parce que la démographie médicale est en baisse. Elle sera en baisse pour les 10 prochaines années parce que le temps de former, on est passé du numerus clausus au numéro apertus. Il y a que quelques années et pour former un médecin, il faut 10-15 ans. Donc forcément, il y a un moment, la démographie va continuer à tomber. en plus, il faut du temps. Mais quand on discute avec les internes, la médecine de ville les intéresse pas forcément. Alors moi, pour échanger régulièrement avec la médecine de ville telle qu'on l'a connue nous il y a plusieurs années, c'est-à-dire mais que ce soit l'infirmier ou le médecin, hein, on le voit chez tous les professionnels de santé qui est dispo de 5 heures du matin à minuit. Les jeunes professionnels de santé, hein, je dis même pas en âge, hein, je dis jeunes dans la profession, hein, que ce soit médecin ou infirmier ou kiné ou autre, ne veulent plus de ce mode d'exercice-là. Ils vont vers un mode d'exercice avec des horaires un petit peu plus classiques. Après, moi, j'ai envie de dire, tant qu'ils sont là au moment où on en a le plus besoin, après, on peut toujours pallier, si c'est en dehors de ces heures-là, on peut toujours pallier par d'autres moyens. Il y a les centres de soins non programmés, il y a les services d'urgence, on peut aussi temporiser, voilà. Et il y a la télé. Alors, Maxime, je sais qu'il n'aime pas ça, mais il y a la téléconsultation aussi. Alors, moi, je suis pour la téléconsultation encadrée. C'est-à-dire que c'est la téléconsultation, ce qu'on appelle la téléconsultation accompagnée, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un des professionnels de santé qui est sur place, qui joint le médecin en téléconsultation, et là, il peut poser un diagnostic. Mais les yeux et les oreilles du médecin, à ce moment-là, seront souvent c'est l'infirmier, hein, faut pas se leurrer, hein, qui est au domicile du patient, ce sera l'infirmier qui sera là. Et je pense que faut le développer,
et on gagnera du temps et on améliorera les prises en charge. Mais c'est des choses qui se développent. On le voit, nous, Oui. dans la prestation de santé, par rapport au suivi des plaies. On a des prescripteurs aujourd'hui dans d'autres régions qui nous demandent, en fait, de pas forcément voir les patients au quotidien. Par contre, si on a une problématique, il y a le système avec des photos qu'on met. Ici, j'ai oublié le nom du service informatique. Mon CISRA. Mon CISRA, ouais, qui permet en fait d'envoyer les photos, quoi. Mais ça, les nouvelles technologies, moi, je suis persuadé qu'il y a des perspectives d'évolution dans la santé aujourd'hui qui sont colossales. La téléconsultation, la télésanté, c'est l'avenir. Enfin, moi, je pense que c'est des choses qui vont se développer. La chirurgie change. Aujourd'hui, on voit un kyste sacro-coccygien, avant, on faisait un trou gros comme mon poing. Maintenant, on fait 2 trous, on met un petit coup de laser, ça ressort, il n'y a plus de pansement, donc il y a des choses qui vont évoluer. Vous voyez comment, vous, ce rôle cette évolution et ce rôle, en fait, des infirmiers libéraux dans cette mutation? Dans cette mutation, moi, à mon avis, l'infirmier aura un rôle pivot. En fait, il va faire le lien entre tous les professionnels de santé, parce que faut pas se leurrer, actuellement, un des derniers professionnels de santé qui va à domicile, c'est l'infirmier libéral. On va dire le dernier, objectivement. Non, il y a quelques kinés, il y a quelques médecins qui se déplacent encore. Non. Oui, non, mais en majorité, En majorité. c'est les infirmiers libéraux. Après, on a quelques autres professionnels de santé. Oui. Mais en majorité. Donc l'infirmier, il va avoir un rôle de pivot et un rôle d'accompagnement dans le parcours de soins, voire un rôle de coordination, où il va aider le patient à trouver le bon interlocuteur et il va mettre en lien le patient et l'interlocuteur en lien, que ce soit par différents moyens. Mais on peut même aller encore plus loin. Tu disais photo, mais on pourrait faire de la visio, où là, vraiment, ce sera un vrai échange en temps réel. Si jamais, on parlait de plaies tout à l'heure, je vois pas bien, mais sous un autre angle, ah oui, effectivement, voilà, on peut être encore plus précis avec la technologie qu'on a actuellement. Et même moi, je vais même encore aller plus loin. Donc déjà que Wassim, il n'aime pas la télémédecine. Moi, je vais vous parler d'intelligence artificielle. À la base, je vous rappelle, je suis infirmier. J'attaque là un master en intelligence artificielle avec comme objectif, en allant faire ce master, de créer une application qui permet d'aider les infirmiers libéraux dans la prise en charge de leurs patients en plaie. En gros, ce que je voudrais en fait créer, c'est qu'on prend son téléphone, on fait le tour de la plaie, comme tu dis, en filmant. L'IA, elle analyse. Aujourd'hui, l'expertise en fait de l'infirmier, c'est sur une analyse de ce qui se passe, de voir en fait la colorimétrie des plaies. Aujourd'hui, comment vous voyez cette IA? Il y a des médecins, moi quand j'en parle à certains médecins qui sont 100% opposés, et il y en a d'autres qui sont carrément favorables. Je suis encore un exemple et je vous laisse la parole. Il y a quelque temps, j'ai un copain qui est médecin et on parle d'un de ses patients entre la bûche et le fromage. Entre le fromage et la bûche, c'est mieux dans ce sens-là. Et il m'explique que ce patient, il sait pas quoi en faire. Ça fait 1 an et demi qu'il le suit, qu'il a des plaies à plus savoir quoi en faire. Je regarde les plaies, effectivement, les plaies sont hyper particulières. Et il me dit, mais en fait, je lui fais tous les examens, je sais pas de quoi ça vient, et les Doppler, les machins, et les trucs, et toutes les analyses. Il a vu je sais pas combien de dermatologues. Au final, en rigolant, je lui dis, en fait, file-moi ton dossier médical, on va le mettre dans une IA. Donc, je citerai pas le nom de l'IA, mais celle qu'on utilise tous. On anonymise son dossier, donc on passe les 672 pages. Il y en avait un peu moins, mais on avait quand même pas mal de pages, et on s'amuse à mettre du blanco sur toutes les pages. On envoie ça dans l'IA, et on lui dit, qu'est-ce que c'est? Fais-moi des diagnostics de différentiels de ce patient. L'IA, elle lui sort un diagnostic. Maladie, déjà, il sort le nom. Moi, j'avais aucune idée de ce que c'était que la maladie, je m'en souviens même pas. Le copain médecin, je le regarde, il fait, c'est quoi il fait? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on a fait? IA, explique-nous ce que c'est comme maladie. Ok, il nous a expliqué, maladie auto-immune, machin, truc. Ok, génial. Est-ce qu'il y a des spécialistes en France de cette maladie? Oui, il y en a un à Strasbourg. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le dossier du patient, ce qu'on avait anonymisé, on l'a rescanné pour le mettre pas anonymisé. Il l'a envoyé par mail à ce médecin-là, on lui demande un rendez-vous. Le lendemain, à 8h, le médecin appelle, médecin Strasbourg, qui l'appelle et qui lui dit, je vous confirme, c'est bien ça. Comment vous avez diagnostiqué? Parce que les gens trouvent jamais. Et le copain médecin dit, en fait, je l'ai mis dans une IR. Et l'autre en face était fou. Mais quand même, peut-être, mais ça fait 1 an et demi qu'on le traite. Le patient, il prend des corticoïdes, il prend des cachets d'immunothérapie, et c'est fini. Plus de traitement, ça fait 3 mois, il court, il recavale et il a plus de plaies. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je suis persuadé que sur une analyse de dossier spécifique, mais évidemment que l'IA, c'est l'avenir. Aucun cerveau humain ne peut décemment se prévaloir de brasser autant d'informations et autant de données, et de croiser autant de tableaux cliniques et de traitements et de contre-indications que va pouvoir le faire un ordinateur. Ça, c'est une évidence et il faut que tous les professionnels de santé se le mettent en tête. Les médecins en premier, c'est que, je vais dire, les infirmiers, à la rigueur, on a une spécificité, c'est qu'on a des gestes techniques.
Un médecin, sur son versant diagnostic, il n'a pas de geste technique. C'est que du cognitif. Bah, il va quand même faire une auscultation, il va regarder le patient, il va toucher, il va... Donc, c'est pour ça que je différencie bien l'IA et la télémédecine. La téléconsultation, sur la téléconsultation, le médecin ne va pas toucher, ne va pas voir le patient, il va le voir via un écran, il va écouter via des écouteurs, et il ne pourra pas toucher, il ne pourra pas entendre et sentir la peau du patient. C'est deux choses différentes. L'auscultation, la démarche clinique, il y a le côté technique exploratoire et le côté cognitif derrière de synthèse et d'analyse. D'analyse et de synthèse. Dans ce sens-là, c'est comme la bûche et le fromage. D'abord on analyse, après on fait une synthèse. Pour l'analyser la synthèse, mais évidemment qu'un ordinateur pour moi, sera toujours beaucoup plus performant à partir du moment où on lui rentre les bonnes données. Après, avec toute la limite, comme on le voit actuellement, je dévie un petit peu du sujet, les grosses bases de données en santé sont anglo-saxonnes, et en ce moment, il y a énormément de données qui disparaissent des bases de données américaines. Donc, ça va rendre aussi la démarche analytique et diagnostique dépendante de ce qu'il y a dans les bases de données. Voilà. Donc, ça, faudra y être vigilant. Mais oui, sur la démarche diagnostique, quand on ne sait plus quoi faire, oui, je suis persuadé qu'une IA sera hyper compétente. Ça transpire pas trop d'un côté à l'autre, même on va avoir des échanges téléphoniques, mais c'est plus ouvert que dans le milieu hospitalier. Mais c'est cette organisation verticale doit changer dans le système de santé. Maintenant, oui, il faut de la coopération interprofessionnelle et que les outils soient communs. Ces outils d'aide soient communs et accessibles par chacun des professionnels de santé. Et justement, tout à l'heure, Valentin, tu avais commencé à nous parler de la place de l'infirmier libéral dans le système de santé de demain, par rapport à justement ce que dit Maxime. Est-ce que tu veux réagir? Bon, je crois qu'il a fait le tour quand même. Après, l'infirmier, il garde son rôle pivot dans la proposition de loi actuelle. Il y a deux choses qui étaient demandées depuis longtemps par les infirmiers. Déjà, la consultation infirmier. Donc, au cas où on rappelle à tout le monde, hein, la loi, elle est passée à l'Assemblée nationale récemment. Elle va aller au Sénat et elle va revenir. Mais c'est écrit maintenant noir sur blanc que l'infirmier pourra effectuer des consultations. Et là, c'est une grande avancée pour notre profession parce la loi reconnaît enfin notre expertise. Et la deuxième chose qu'il y a dans ce texte de loi, c'est la coordination du parcours de santé du patient. Où vraiment l'infirmier va être reconnu, chose qu'on fait tous les jours, hein. Appeler son confrère médecin, accompagner le patient, lui dire attention, tiens, vous avez une consultation chez le diabétologue, prenez plutôt ça comme papier ou apportez-lui tel dossier. Ça, on le fait déjà, ou transmettre directement aussi au diabétologue, hein, on le fait aussi. Hein. Et là, ça va être enfin écrit, donc on va reprendre une place, la place qu'on a va être enfin reconnue au niveau législatif. Sur l'IA, l'utilisation de l'IA, si elle est encadrée, elle est géniale. Je suis sûr qu'on pourra faire plein de choses, pas que sur le diagnostic, sur l'accompagnement des plaies, sur l'accompagnement aussi, je pense aux diabétiques aussi, on a toujours du mal à savoir qu'est-ce qu'on augmente, c'est l'insuline lente, c'est l'insuline rapide, je pense aux médecins ou aux diabétologues qui sont là-dedans. Je pense que l'utilisation de l'IA, elle peut être quasiment infinie dans le programme de la santé et pourra nous aider au quotidien. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des expériences, des innovations que vous faites sur des pratiques un peu innovantes ou des choses comme ça? On en fait, il faut en faire, et les champs sont ouverts, je pense. Et c'est une question de volonté de chacun. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'énergie qui n'est pas du tout valorisée. C'est un développement professionnel et c'est gage d'avenir. Je pense que tous les infirmiers libéraux qui sont dans les alentours des CHU, parce que les CHU sont d'une grande aide pour ça, ils sont spécialisés dans la recherche, donc on peut plus facilement les solliciter, doivent essayer de développer des choses qui sortent un petit peu du cadre. Comme quoi, par exemple? On peut parler de plein de choses. Et on va prendre celle qui est actuellement en cours, c'est l'expérimentation sur les certificats de décès, qui est quand même partie de certains infirmiers dans des secteurs de soins où il n'y avait plus de médecins. Et les patients qui étaient malheureusement décédés restaient plusieurs jours, voire une semaine à domicile. C'est parti d'un article 51. Donc l'article 51, c'est les protocoles de coopération avec les ARS. Et on voit que maintenant, c'est devenu national. C'est une expérimentation qui est nationale, qui, j'espère, va être inscrite dans la future loi. Et qui deviendra une de nos compétences. Voilà. Mais il y a plein d'innovations. Enfin, il n'y a pas de limite. On n'a aucune limite, que ce soit en ville
ou en milieu hospitalier pour les infirmiers. Il faut juste s'en saisir dans nos champs de compétences, mais on pourrait, par exemple aussi, tout à l'heure on parlait d'accès direct, l'accès direct pour les psychiatrisations, on pourrait faire un protocole d'expérimentation avec un article 51 au niveau de l'ARS ou au niveau d'un CHU en demandant l'appui de l'HAD. Voilà, on peut faire Mais plein de choses. effectivement, il y a plein de choses intéressantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nos patients qui ont des ulcères, on veut leur mettre des bandes K2. Si on suit la réglementation, bande K2 égale un Doppler. Pour avoir un Doppler aujourd'hui, donc nous, ça va, on a des partenariats forts avec certains médecins qui nous permettent d'avoir des Dopplers rapidement. Un patient lambda qui veut un Doppler, il l'aura dans 3 mois. Si on laisse 3 mois s'appeler sans compression, ça va être un peu compliqué. Est-ce que c'est pas des choses, justement, on pourrait créer par un article 51 pour dire, ben tiens, ça, on met en fait en place un système pour que les infirmiers puissent faire des Dopplers. Aujourd'hui, on peut faire un IPS hyper facilement. Il y a des dispositifs sans besoin d'avoir un échographe. On a des dispositifs où ça va prendre des pensions. Est-ce que c'est ce genre de choses-là que vous pensez? Oui, ou, oui. Ouais. Oui, c'est. En plus, il y a des formations. Il y a un DU d'échographie Doppler qui est accessible aux infirmiers. On peut voir ça aussi. Enfin, voilà. Le souci actuellement, c'est que le souci, c'est déjà très bien. C'est qu'il y a énormément de diplômes universitaires qui sont accessibles aux infirmiers. Par contre, légalement, les infirmiers sont verrouillés derrière. C'est que ils savent faire des choses. Ils sont diplômés pour faire ces choses-là. Par contre, ils ne peuvent pas les effectuer parce que le cadre légal n'est pas là. Et l'article 51, justement, est là pour ça. C'est pour dire, il y a des compétences, il y a des besoins, il y a une limite. Ok, on fait l'article 51, on pousse la limite. Et on teste. Et on évalue. Je pense, il y a ça aussi. Il y a les IAD qui posent des pics et des mids sous protocole aussi. L'unité d'accès vasculaire au CHU de Grenoble, c'est que des IAD qui participent, en fait. Et ça marche hyper bien. Et c'est un système qui... nous, on l'utilise. Bon, l'avantage, c'est que c'est un des infirmiers pompiers qui en était. Donc, c'est hyper facile de rentrer en lien avec. Mais c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que toi, demain, tu veux un midline pour un de tes patients parce qu'il a 3 semaines d'antibio et qu'il a un capital veineux impeccable. Tu l'appelles, le lendemain, tu as un rendez-vous. Oui, c'est ça. Et c'est aussi... Alors, en ville, ça s'appelle l'article 51. Là, c'est un protocole de service, mais ça pourrait aussi passer sur un article 51 où ils auraient une rémunération particulière, au CHU de Grenoble, parce qu'ils sont innovants. Et du coup, de cet article 51, ça remonte, l'ARS fait remonter au niveau régional. Au niveau régional, ça remonte au niveau national. S'il y a un ministère ou s'il y a quelqu'un dans le ministère qui veut se saisir de ça, on peut passer vite sur une expérimentation nationale et de cette expérimentation nationale, l'introduire dans un référentiel de compétences de X ou Y professionnels de santé. Après, la problématique de cette évolution, et ça n'engage que moi, mais en ayant travaillé quelques années comme infirmier chez les pompiers, où on avait en fait des actes qui étaient quand même hyper développés. On faisait des choses qui étaient hyper intéressantes. Nos plus grands adversaires étaient souvent la profession des infirmiers eux-mêmes. Ah oui, ça, pour tout. Chaque innovation, pas chaque innovation, mais à quasiment chaque innovation, les plus grands détracteurs de notre profession et notre profession elle-même. Par peur, par immobilisme, par confort. Je pourrais pas donner de raison exacte, mais oui, les choses avancent. Elles pourraient avancer plus vite si on était plus corporatiste, déjà pour commencer, et si on encourageait plus nos pairs à développer ce genre de pratiques. Après, de toute façon, c'est un principe qui est humain, qui est pas propre aux infirmiers, même si dans notre profession, à mon avis, on y assiste beaucoup. Mais c'est humain, c'est la résistance au changement. Et les infirmiers, pour beaucoup, souffrent d'un manque de reconnaissance, d'être toujours sous la tutelle, et je mets ça entre guillemets, de la prescription médicale, d'être sous la tutelle d'un médecin. Par contre, quand on leur donne la possibilité de s'émanciper, ça fait peur pour certains. Et du coup, ils deviennent résistants, voire opposants. Donc oui, ça demande un accompagnement, je pense, de la part des structures telles que l'ordre ou les syndicats, mais aussi de la part des infirmiers qui sont dans la démarche progressiste, et d'aller explorer des champs, je vais pas dire inconnus, mais un peu plus instables, pour montrer que ça marche, que ça fonctionne, qu'il n'y a pas de souci, et que derrière, allez, on y va tous. Et je te rejoins sur notre exercice précédent qui était chez les pompiers. Chez les pompiers, on a mis en place, toi, moi et
et d'autres avant nous et d'autres après nous, évidemment, des protocoles de prise en charge assez poussés. On a protocolisé, donc sans médecin, des gestes techniques. Sans médecin et sans prescription, à la base, parce que c'était nos protocoles de soins qui faisaient des prescriptions. Oui, et puis on était dans le cadre de l'urgence, du coup, aussi. Et toujours été surpris, malheureusement mal surpris, qu'il n'y ait aucun syndicat, personne dans la profession, y compris l'ordre, excuse-moi Valentin, mais qui se soit saisi de ces avancées, de ces tests, parce que oui, ça pouvait être pris comme un test au niveau, si on prend une visio macro, puisque là on était vraiment que dans le cadre de l'urgence chez les pompiers, mais pour enfoncer les portes et dire voilà, ça marche, et il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas plus de risque qu'avec un médecin, il n'y a pas plus de risque avec une prescription bien encadrée. Donc pourquoi on ne continue pas et on ne va pas plus loin? Et c'est la résistance au changement. C'est humain. C'est dommage. Je suis d'accord avec toi. Ce que je vous propose, c'est de terminer là-dessus, sauf si vous avez des choses à rajouter. Maxime? Non? Valentin? Non. Merci. Merci. Donc en conclusion, nous avons exploré aujourd'hui les multiples facettes de votre métier d'infirmier libéral, les défis actuels, ses perspectives d'évolution. À travers nos échanges qu'on vient d'avoir, nous avons pu mettre en lumière l'importance cruciale de ces professions d'infirmiers dans notre système de santé. On se rend bien compte là en discutant qu'il y a quand même des choses où sans l'infirmier libéral, le monde de la santé irait mal. Les adaptations que vous êtes en train de faire face à ce changement, le rôle grandissant dans la prise en charge des patients à domicile. Ce qui ressort aujourd'hui clairement de nos discussions, c'est que le métier d'infirmier libéral est en pleine mutation. Entre les évolutions technologiques, l'expansion de vos compétences et les nouveaux besoins de santé, vous êtes des professionnels qui sont amenés à jouer un rôle encore plus central dans les années à venir. Leurs capacités à s'adapter et à innover seront déterminantes pour renouveler les défis du système de santé de demain. Je vous remercie pour cette écoute. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre quelques étoiles, à vous abonner et à le partager. Au revoir.